Donc, dans le dossier que nous vous avions fourni, il y avait un start file et un SU final, donc un fichier de début et un début de fin, et un fichier de fin. J'ai apporté quelques modifications puisque l'équipe de Munich a donné ce skill-up la semaine dernière et m'ont fait le retour qu'on ne voyait absolument rien dans le partage d'écran quand le tissu était noir. Donc du coup, je me suis permis de le passer en rouge, mais c'est à peu près la seule difficulté de rajouter un pantalon, mais c'est des seules différences notables avec les fichiers que vous avez. Pour faire un petit tour du dossier, on a un dossier avec les normal maps. Donc on va voir, je vous ai fourni quelques normal maps pour représenter des plis. Vous avez normalement un start et un final. Encore une fois, le but de cette formation est avant tout que vous suiviez plutôt que vous essayez de faire les opérations en même temps que moi. Ok, 16h05, nous sommes une trentaine, donc on va pouvoir commencer. Ok. Donc, la 3D offre la possibilité de réaliser des visuels à la fois créatifs et réalistes, qui peuvent ainsi mettre en valeur vos produits avant même la mise en production. Je pense que, étant donné que vous êtes majoritairement des utilisateurs clos déjà un petit peu chevronnés pour certains d'entre vous, vous commencez déjà à bien comprendre l'intérêt de Clos, qui est d'avoir tout un ensemble d'informations sur la production, la construction, la consommation de matière, avant même d'avoir réalisé la première toile de votre produit, et de pouvoir faire aussi plein d'itérations. Là, on va s'intéresser à un autre avantage de la 3D, qui est de pouvoir faire des packshots et des photos réalistes avant même d'avoir fait notre premier sample physique. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour les entreprises, parce que ça permet d'économiser les frais et les délais causés par la production d'un shooting en studio. Aussi, il arrive souvent que des modèles soient annulés puisqu'ils n'ont pas été préparés à temps, par exemple, pour le shooting. Donc, le shooting packshot a lieu le 21. Si un prototype est arrivé en retard, il a des chances d'être annulé pour la collection, ce qui engendre une potentielle manque de revenus pour l'entreprise ou une déstabilisation du plan marketing. Donc pour pallier à ça, il y a aussi la possibilité de faire comme ça du rattrapage de packshot avec la 3D. Cette formation, du coup, va aborder quelques astuces qui permettent d'améliorer le réalisme de vos rendus. Je l'espère, seront utiles à la réalisation de votre photographie de produit. Tout d'abord, petite introduction sur le studio. Comme dans beaucoup d'autres logiciels de 3D et de rendu, vous retrouvez dans Clos tout un ensemble d'éléments qui reprennent les options offertes par un studio de photographie. Il est tout à fait possible de venir établir un studio virtuel où vous pourrez shooter un à un vos différents projets Clos. Ça permet au sein d'une entreprise de garder une continuité dans vos visuels et de s'assurer une qualité constante. Si vous souhaitez établir des critères de qualité et un studio défini pour votre entreprise, vous pouvez vous référer tout d'abord à notre guide sur les techniques d'éclairage, qui est disponible là, dans le chat. Et aussi, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, les différents DNI, donc plus Lucille, mais Harlem, moi ou Charlie, des nouvelles parmi nous. Donc voilà, nous on saura vous accompagner, dans la mise en place d'un studio si besoin. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. Avant de passer à la partie studio, on va tout d'abord s'intéresser aux vêtements. Je vous invite aussi à suivre le guide de manière générale sur Fine-Tune 3D Garments, donc comment améliorer l'expression des détails du vêtement dans la 3D. Puisqu'avant d'en faire des photos, il est en effet important que le vêtement soit finalisé et que ces détails soient exprimés correctement. Tout comme on ne prend pas de photos d'un vêtement qui n'est pas fini, à moitié abouti, ou qui n'est pas mis en valeur dont le col est en biais, par exemple. Lors d'un shooting, on essaye d'éviter de prendre des packshots quand les vêtements sont pas mis en valeur. Donc, référez-vous à notre guide sur Fine-Tune 3D Garment pour améliorer les différents détails de vos vêtements. Ça, c'était en petite liste d'introduction. Donc, dans cette formation, je vais pas aller, par exemple, vous montrer comment faire des beaux roulés de colle. Tout ça, c'est inclus dans notre guide séparé. Là, on est dans le cas où on a un style complet qui est finalisé. On souhaite, par exemple, on souhaite en tirer des images professionnelles. La première étape ça va être d'améliorer le vêtement. Donc, en plus des différents types présents dans votre guide, moi, je vais juste refaire quelques-unes des manipulations. D'abord, il faut s'assurer que le maillage soit assez défini. Si je me fais la vue en maillage, là, je vois que je suis dans une distance de particules extrêmement élevée.
donc une distance particule de 20, la distance de particule standard. Pour faire des packshots, il nous faut tout d'abord un maillage assez dense. Donc je peux utiliser le mode haute résolution pour passer l'ensemble de mon projet à une distance particule de 3 ou 5, selon la capacité de l'ordinateur et la complexité du vêtement. Ça va prendre une petite seconde de temps de remonter tout ça. Donc, de manière générale, passer la distance de particules entre 3 et 5 afin d'avoir vraiment une bonne densité de maillage qui permette d'exprimer au mieux tous les différents plissés, les différentes plissures, puisqu'on va chercher à aller vers du photoréalisme, donc à vraiment avoir une bonne qualité. Vous pouvez voir, mon ordinateur est un peu fatigué. Une première étape, passer la distance de particules à 3 ou 5. Ensuite, on va s'intéresser aussi à la topologie du maillage. Vous pouvez voir que dans mon projet 3D, bon, donc ça frise un petit peu, mais ça va finir par se résoudre. Vous avez ici deux types de maillage. Sur un morceau de patron, le maillage est composé de petits carrés successifs. Donc, il a un maillage qu'on appelle en quadrilatère. Et sur l'autre, il est composé de triangles. Donc, c'est pas un maillage triangulaire. Ces deux types de maillage sont tous les deux disponibles dans Claude. C'est un peu une des spécificités de Claude. D'ailleurs, les autres logiciels 3D ont tendance à préférer un type de maillage à l'autre. Dans Claude, on est vraiment compatible. On est OK avec les deux nous vont très bien. En fait, on va se servir des différents types de maillage pour exprimer des formes de patrons différentes. Il y a un petit moyen mnémotechnique qui est très rapide, c'est que si votre patron a une forme carrée, vous allez préférer avoir un maillage en carré. Parce que ça permet d'exprimer mieux la manière dont la forme est construite. Donc du coup, ça rend un peu plus réaliste. Donc, la distance de particule de 3, c'était un peu faible pour une démonstration en live. J'aurais pu faire 5 pour économiser 2 minutes. Allez. Donc comme je disais, les formes de patrons carrés ou aussi des formes de patrons très volumineuses vont être plus facilement modélisables, simulables du moins en topologie carrée. Voilà. Là, je suis passé en distance de particule de 3. On peut voir déjà que la densité n'a rien à voir avec la densité précédente. On est vraiment sur un maillage extrêmement dense, d'où le temps de calcul. On comprend que c'est pas très long d'ailleurs, rétrospectivement, le temps de convertir tout ça en un maillage assez faible. Donc là, on voit bien aussi l'impact qu'a ce maillage sur la forme du patron. Hop. Et ici, là, on voit très bien la différence entre les deux. À gauche, on est sur un maillage en triangle et à droite, sur un maillage en carré. Le maillage en triangle, il va être très utile pour exprimer des formes arrondies, comme des têtes de manche, les emplacements arrondis, ce qui permet d'avoir une densité beaucoup plus élevée. Le maillage carré, lui, va servir à exprimer des cols, très bien, des billets, par exemple, aussi les empiècements en panneaux comme ça, donc on n'a pas besoin d'une densité de géométrie énorme et d'une géométrie sur des courbes. Ouais. Donc voilà, tout d'abord, assurez-vous d'avoir un maillage qui soit cohérent avec vos besoins. Donc si vous souhaitez faire du photoréalisme ou du réalisme, du moins de manière générale, assurez-vous d'avoir une bonne densité de maillage et d'adapter la morphologie du maillage à vos besoins. Ensuite, ce qui est très important, ça va être les imperfections. Les imperfections, ça va vraiment être le cœur de ce squelette. Ça peut vous paraître assez bizarre, mais ça vient tout simplement du fait que dans un projet 3D, il est très facile d'obtenir un résultat très lisse et parfait. C'est le cas, par exemple, ici, on voit que tout est vraiment très, très lisse, comme si on avait bien repassé l'ensemble du vêtement, on a mis du thermocollant partout. Le lissage et la perfection, c'est des choses dont il va falloir se détacher petit à petit si on souhaite aller vers du réalisme. Puisqu'en fait, avoir des formes comme ça, vraiment uniformes, c'est tout simplement pas réaliste. Il faut donc venir manuellement casser en fait la perfection qui est donnée par la 3D pour venir rajouter des plis et les draper aux vêtements. Ça peut être un petit peu contre-intuitif au début, mais je vous assure que ça va complètement changer la manière dont vos projets s'expriment. Pour ce faire, plusieurs options. Tout d'abord, vous pouvez voir, on va commencer par le puckering. Le puckering de base de Clos, donc ces petites bandes de normal map que vous pouvez rajouter avec l'outil puckering présent ici. Il a l'avantage d'être extrêmement rapide et de donner un effet réaliste assez rapidement. Il a aussi l'inconvénient, par contre, d'être très facilement repérable. Quand on monte un peu nos critères d'exigence, on va très vite se rendre compte que ça, c'est du puckering artificiel qui a été positionné sur une ligne de couture.
puisque la profondeur est toujours la même et il y a une répétition en fait des plis. À partir d'une certaine, c'est une séquence de plis qui est répétée. Donc, si on prend un peu le temps de regarder dans le détail, on va très vite se rendre compte que c'est pas tout à fait réaliste. Si vous souhaitez comme ça exprimer des effets de tension sur les coutures, je vais le faire par exemple sur le pantalon qui est dans un tissu un peu plus léger. Hop. Il est préférable de faire, vous allez sélectionner vos lignes de couture avec l'outil B, et dans l'éditeur de propriété, on peut en fait venir rajouter de la tension sur la ligne de couture. Donc là, je vais venir manuellement rajouter de la tension avec un ratio extrêmement faible, entre 96 et 99%. Ce que ça va faire, c'est qu'une fois que j'ai activé la simulation, ceci va me créer des petites vaguelettes au moment de la couture, donc comme un peu comme du puckering, mais qui a un côté beaucoup plus naturel et organique que mon fichier est décidément un peu lourd, qui a un côté beaucoup plus naturel et spontané que le puckering appliqué avec l'outil puckering, qui encore une fois peut être un peu limité. Heureusement que la nouvelle simulation GPU fait des merveilles sur les fichiers lourds, parce que sinon sur l'ancienne ça aurait été un petit peu plus long. Donc là voilà, ici vous voyez bien, typiquement on commence à avoir des plis, des petits effets de plissé, des petites imperfections comme ça. Ça on va vraiment souhaiter en avoir, c'est vraiment ce qu'on recherche en fait quand on commence à faire des rendus réalistes. Afin d'en avoir un peu plus, ce que je vous conseille, c'est aussi tout simplement de changer la pose de l'avatar. Là, je vais prendre une autre pose. Étant donné que je souhaite rester sur du packshot, je vais prendre tout simplement la A4 size, qui malheureusement ne va pas nous donner énormément de plis, mais c'est déjà ça. Et si je double-clique sur la pose A4 size, en fait, je vais avoir la translation de la pose actuelle vers la nouvelle pose, qui va générer des plis sur mon vêtement. Ça, c'est très intéressant puisque ça va du coup nous permettre de gagner des plis et de gagner du froissement. Vas-y, tu peux le faire. Ok. Bon, un peu long. Je vais peut-être, pour le bien de la présentation, étant donné que c'est en live, je vais peut-être augmenter du coup la distance de particules, juste afin de s'assurer que ce soit un peu plus fluide que ça. J'étais un peu ambitieux pour le partage d'écran. Donc en fait, lors de l'application de la pose, vous voyez que l'avatar bouge et va entraîner le vêtement avec, ce qui va créer un effet porté en fait, tout simplement. Quand le vêtement est porté, le vêtement vit, et tout cet ensemble de plis et aussi de froissement de la texture, c'est exactement ce qu'on va souhaiter représenter dans la 3D. C'est ce qui manque en fait par défaut aux vêtements 3D fait d'enclos, c'est qu'on a tendance à trop chercher la perfection. Donc maintenant, on va essayer de casser un peu cet effet. Tout d'abord, je prends juste une petite seconde pour changer la distance de particules afin que ce soit un peu plus fluide. Donc, vous gardez en tête qu'il faut la garder faible, mais pour le bien de cette présentation, je vais juste augmenter la passer à faire. Même la passer à 10. Okay. Donc, je parlais de la... Sinon, c'est fait? C'est ça? Ok. Donc, je parlais de la tension, par exemple, qu'on a appliquée aux lignes de couture, c'est tout à fait la tension et le drapé qu'on va venir apporter, c'est des manières d'obtenir tous ces plis, cette vide en fait du tissu. Bien sûr, c'est des techniques qu'il faut adapter au type de tissu que vous représentez. Là, par exemple, sur la veste, je suis sur du cuir, donc la tension au niveau des coutures va pas avoir beaucoup d'effet, par exemple, ça sert pas à grand chose. Le cuir, de toute façon, n'aime pas vraiment être tendu dans le assemblage. Ah, voilà, on respire un petit peu, on est sans de particules. Par contre, sur le pantalon qui est en nylon, j'ai pu aller un peu plus loin, et là, typiquement, vous voyez, ça me le fait super bien. J'ai tout un ensemble, enfin, je sais pas ce que vous voyez en partage d'écran, mais j'ai tout un ensemble de vaguelettes qui est apparu au niveau de l'assemblage. Donc ça, n'hésitez pas à faire un peu le tour de votre projet et de venir l'appliquer à différents endroits, puis de simuler. On sélectionne les lignes de couture, on active la tension, on met un ratio entre 96 et 100% selon notre type de tissu, et ça va nous donner comme ça toutes ces petites vaguelettes. Donc changer la pose de l'avatar, ça nous a permis, là je suis allé beaucoup trop fort par exemple, donc c'est pour ça que je disais n'hésitez pas à adapter le pourcentage plutôt entre 98 et 99 en général,
de tension que vous appliquez. Donc, de toute façon, on va pas s'intéresser au pantalon très longtemps. Là, vous voyez que changer la pose, ça m'a permis de récupérer des plis au niveau des épaules qui sont assez intéressants, qu'on retrouve dans le dos. Ah, là, dans le dos, on commence à avoir un truc un petit peu sympa avec des plis qui apparaissent, des mouvements de froissé. Mais le truc, c'est que les transitions de pose, là, j'ai pris un changement de pose qui a assez peu d'impact puisque je suis passé d'une pose en A à une pose à tension. Si vous prenez un changement de pose un peu plus conséquent, vous aurez bien sûr plus de plis qui vont être générés. Mais de manière générale, les translations de pose dans clos se font de manière très linéaire. C'est du déplacement d'articulation, alors que nous, nos mouvements sont beaucoup plus lents que en. Donc, ce que je conseille de faire, c'est de venir ensuite redraper un petit peu manuellement avec la simulation activée pour venir créer d'autres plis. Vous pouvez y aller plus ou moins franco, selon ce que vous souhaitez représenter. Alors bien sûr, on va pas souhaiter représenter le tissu complètement froissé non plus. Le but c'est pas d'avoir un tissu, d'avoir un vêtement disgracieux, mais ça va être quand même de garder un petit peu de vie. Là, par exemple, on voit que j'ai gagné quelques petits. Ça peut être intéressant, ça peut être plus intéressant à traiter qu'un tissu tout uni. Donc n'hésitez pas, voilà, avec la simulation activée, à faire juste le tissu. Si vous avez un vêtement avec des plis et un tissu léger, par exemple, vous pouvez carrément venir le tirer, faire un peu, laissez-le se redraper. N'hésitez vraiment pas à jouer avec. Sentez-vous libre de mouvoir, en fait, le vêtement, de le laisser se draper naturellement. Ces effets vont vraiment grandement améliorer le réalisme de votre vêtement. Ensuite, on peut parler des surpiqûres. Pour l'instant, les surpiqûres, j'ai des surpiqûres par défaut, donc qui sont vraiment extrêmement fines. Si je fais des plans de prise de jus de face, par exemple, on ne va pas du tout les voir. Donc, pour les surpiqûres, afin d'en améliorer la visibilité, je vous conseille de modifier les réglages. Vous pouvez notamment passer d'une épaisseur de fil. Je vais montrer sur celle-là. Là, l'épaisseur de fil, par défaut, normalement, elle est de 40 tex. 40 tex, c'est vraiment très fin. Vraiment très très fin. C'est pas bon d'ailleurs pour représenter tous les types de fils. Donc, si on le passe à 100, on aura déjà un peu plus de visibilité sur notre surpiqûre. Ensuite, je vais renseigner un espace, puisque dans la vraie vie, il y a toujours un petit décalage entre presque toujours, ça dépend du point que vous utilisez, mais un décalage entre deux points de piqûre. Donc, et pour la longueur du point, vous pouvez passer en 2.2, 2.4. Ça, ce sont des estimations que j'ai choisies, des estimations que j'ai choisies un peu arbitrairement, qui correspondent bien à un type très standard de surpiqûre simple ou double. Donc 0.3 d'espacement, 100 de thread thickness et 2.2 de longueur de fil. On arrive à 2,3. On arrive à représenter un point comme ça très standard, mais qui est assez cohérent et surtout qui va être un peu plus visible, un peu plus loin. Ensuite, pour ce qui est de la couleur, on va souhaiter prendre une couleur qui est dans la même teinte, qui est dans la même, qui est une couleur qui est proche de la couleur du tissu, mais qui n'est pas exactement la même. Donc un petit peu plus foncé ou un petit peu plus clair. Ça va vous permettre de faire en sorte que tout simplement, qu'on voit la surpiqûre, qu'elle se démarque de votre vêtement. Donc pour ça, vous pouvez copier-coller la référence de la couleur du tissu et ensuite jouer un petit peu avec le curseur afin d'obtenir une teinte qui est très proche, mais quand même un petit peu différente. Je vais ouvrir la couleur de mon tissu, copier la référence alphanumérique, ensuite revenir dans ma surpiqûre et appliquer ce code alphanumérique à la couleur de ma surpiqûre. Comme ça, je sais que j'ai la même couleur. Avoir la même couleur, ça va pas du tout, ça va rendre la surpiqûre invisible. Donc, j'ai juste glisser un petit peu vers du plus clair ou du plus foncé selon. Là, je trouve qu'un petit peu plus clair, c'est bien, on les voit pas mal. Ensuite, pour les surpiqûres, pour en améliorer le rendu, il y a quelque chose qui est très 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 important, c'est d'activer la vue 3D des surpiqûres. Pour ça, je vais prendre mon outil éditeur de surpiqûres. Dans ma fenêtre 2D, je vais faire CTRL A pour sélectionner l'ensemble de mes lignes de surpiqûres. Et c'est dans l'éditeur de propriété. Là, d'activer du coup le mode 3D. Le mode 3D va en fait tout simplement rajouter une petite carte de normale sous les surpiqûres.
qui va permettre de donner un effet, une légère ombre au niveau des points. Et donc grandement améliorer l'expression de la surpiqûre. Vous pouvez augmenter l'intensité de cette carte de normale d'ailleurs, qui est un peu faible. Vous pouvez, selon votre type de tissu, encore une fois, l'augmenter vers 30, 40, afin qu'elle soit assez visible. Ok. Là, déjà, on voit qu'il y a eu quelques améliorations qui ont été effectuées. On retrouve un peu nos plis qui commencent à apparaître un peu partout. Et les surpiqûres sont à la fois visibles, mais tout en restant naturels. Euh, alors, les développeurs produits vont pas être très contents du fait que je touche aux surpiqûres qu'elles ont durement paramétrées. Et c'est le bon moment d'ailleurs pour vous préciser que avant de faire des packshots sur votre projet, nous, on conseille vraiment de dupliquer votre projet qui va servir à la production afin d'avoir deux fichiers séparés. Un fichier qui sert à la production, qui est vraiment votre double numérique, qui lui a toutes les informations parfaites pour la production, donc le type de surpiqûre, l'épaisseur de fil, les tissus aux bonnes échelles, et un autre qui va être sur lequel on va venir tricher, comme je suis en train de le faire, afin d'avoir des rendus de meilleure qualité. Donc vraiment dupliquer vos projets, puisque si vous venez apporter beaucoup de modifications et que vous rendez ça à votre développeur produit derrière, il risque de ne pas être très content. Ensuite, pour ce qui est des matériaux, on va pouvoir améliorer tout un ensemble de détails sur les différents tissus. Tout d'abord, je conseille d'utiliser, si vous souhaitez utiliser la bibliothèque de base de Clos, c'est vraiment donné du mal pour avoir des tissus le plus réalistes possible. Et de manière générale, on peut obtenir un niveau de réalisme vraiment très poussé avec ces matières-là, tant dans le comportement physique que dans les différentes cartes de texture. On a vraiment travaillé pour faire en sorte qu'ils soient le plus réalistes possible. On va voir quelques paramètres pour permettre de les améliorer encore. Mais juste pour vous signaler que la bibliothèque de base regorge déjà de beaucoup de ressources dont vous pouvez vous servir pour cet exercice. Moi, par exemple, j'ai pris un cuir Napa qui est présent dans la bibliothèque de base. Et voilà, moi, j'aime bien. J'ai aussi pris un nylon featherweight pour le pantalon. C'est un grain un peu fin à mon goût, mais c'est justement ce qu'on va modifier après. Donc, de manière générale, si vous ne prenez pas des tissus de la bibliothèque de Clos, certains d'entre vous, j'ai vu, parce que je reconnais quelques noms, ont des équipes de numérisation de matériaux dans leurs entreprises. Dans ce cas-là, référez-vous à ces équipes-là afin d'obtenir des matériaux les plus complets possibles. Un matériau est complet lorsqu'il dispose des différentes marques. Donc, vous avez aussi un guide, je crois, sur les différentes marques qui est fourni dans le chat. Sinon, je vous invite à vous référer aux vidéos YouTube sur ce sujet. On en a quelques-unes. En tout cas, le système de base de Clos est un système PBR. On accepte aussi Substance pour ceux qui ont des matériaux Substance. Ensuite, ce qu'on a souhaité faire pour avoir des rendus réalistes, c'est d'avoir un PBR dit complet. PBR, c'est une succession de différentes cartes, de différentes images JPEG qui vont se superposer sur la matière pour donner des informations différentes. Un système PBR commence à être assez complet lorsqu'il a la base color map, donc la carte qui va donner vraiment la couleur et la texture, une carte de normale qui va donner, elle, le grain et la manière dont la lumière est diffractée sur l'objet, ainsi qu'une carte de déplacement. Là, vous voyez, typiquement, sur mon rib, je n'ai pas de carte de déplacement. Alors ça, en plus, sur un rib, c'est vraiment une faute grave. Sur la carte de déplacement, c'est elle qui va permettre de donner vraiment, de creuser, en fait, de donner du relief et de creuser sur notre tissu. Donc, par défaut, sur le tissu de Clos et sur le tissu que vous pouvez recevoir de vos équipes de numérisation, vous allez avoir ces différentes cartes, mais souvent, les réglages en sont par défaut un petit peu faibles. Par exemple, la carte de normale, on va souhaiter l'intensifier un petit peu. Selon la carte de normale et ce qu'on souhaite exprimer, bien sûr, tout change. Je vais déjà la passer à 20 sur le RIB. Et la carte de déplacement, je peux m'apercevoir qu'ici, l'amount est à 0. La carte de déplacement, elle va venir creuser et niveler votre tissu avec pour hauteur l'amount que vous enseignez. Donc en fait, si vous avez une carte de déplacement, mais que son amount est à 0, la carte de déplacement n'est pas vraiment active. Ce qui est assez dommage, parce que c'est vraiment une carte très utile pour donner du réalisme. Donc là, par exemple, je vais la passer à 0,09. C'est une carte aussi qui n'est visible que dans la fenêtre de rendu. Donc on va ensuite venir l'ajuster une fois qu'on sera dans la fenêtre de rendu. Dans ce sens, j'en profite juste pour m'assurer que les cartes de déplacement soient présentes et soient au moins à 0,08, 0,09. De manière générale, on ne va pas aller très haut dans la displacement map.
Ça dépend ce que vous souhaitez exprimer. Si vous voulez faire un blason en plastique, par exemple, oui, dans ce cas-là, vous allez avoir des déplacements de 2-3 mm. Mais de manière générale, il y a très peu de... C'est comme si vous preniez votre tissu et que vous le regardiez de par la tranche. Donc en fait, ça va être des variations en dessous du dixième de millimètre. Ou du dixième de millimètre. Ok. Donc, Fed Displacement Map, s'assurer qu'on a toutes nos différentes cartes. Il y a aussi des cartes pour l'opacité et la réflexion. Donc, selon le tissu que vous exprimez, ça va être plus ou moins utile. Si vous avez une dentelle, par exemple, vous allez avoir besoin d'une carte d'opacité en plus. Si vous avez un tissu qui a des réflexions irrégulières, par exemple, un tissu qui aurait une armure composée, vraiment disparate d'un endroit à l'autre, vous allez souhaiter dans ce cas-là avoir des cartes de réflexion qui vont exprimer une différence d'accroche de la lumière entre d'un point à l'autre du tissu. Ok, là j'ai gagné un petit peu en pli, j'ai gagné en précision dans mes matières. On va s'intéresser maintenant un peu plus en détail sur ces questions de réflexion de la lumière, justement. Alors par défaut, le CLO applique un type fabrique mat à tous les tissus que vous importez dans le CLO. Enfin, tous les tissus que vous créez dans le CLO. Vous voyez que le type de base était sur fabrique mat. Il y a différents presets qui sont disponibles sur CLO. Ce que je recommande, c'est vraiment le laser pour tout ce qui est cuir. Ça a l'air de faire sens dit comme ça. Le laser pour tout ce qui est cuir. Si vous avez différents plastiques, le plastique est pas mal, qui représente plutôt du vinyle que du plastique d'ailleurs. Ensuite, pour les tissus, même, on va revenir après, hein, parce que là, c'est pas très joli, l'effet super brillant qu'on nous a fait là. Ensuite, pour les tissus, même les tissus mat, je conseillerais de les passer en type fabrique shiny et ensuite de corriger l'excès de réflexion qui est donné par le type. Si je le mets en fabrique shiny, je vois qu'il y a vraiment trop de réflexion de la lumière là actuellement. Mais on va venir en fait ajuster ça, tout simplement parce que le type de tissu fabrique mat a tendance à être un peu trop terne. Il absorbe vraiment trop la lumière et on perd en fait le grain de la matière. Le grain de la matière, c'est vraiment ce qui va donner en fait du réalisme à votre produit. Donc là, sur le nylon de Featherweight, même si c'est pas tout à fait ce que je devrais faire en théorie, je vais tout passer en fabrique shiny. Là, j'ai une grosse réflexion, des bons reflets, mais vous voyez que ça permet de mettre en avant toutes les aspérités qu'on est venu créer et le grain de la matière. Ensuite, pour contrebalancer, puisqu'en fait c'est un tissu que je souhaite être mat, je vais venir contrebalancer le fabrique shiny que j'ai appliqué. Pour le contrebalancer, on peut se servir de différents outils. Tout d'abord, je vais augmenter la carte de normale. Donc là, je vois qu'elle est à 50. Oui, tout à fait. On peut l'avoir entre 50, même 60 si on le souhaite sur certains projets. Ça va vraiment dépendre de l'intensité du grain. Là, je trouve que le grain est assez faible sur le nylon, donc ça nous permet d'aller jusqu'à 60 pour récupérer un peu de grain et un peu de rugosité. Vu que la normale mat va diffracter, va changer un peu la manière dont la lumière est absorbée, elle va déjà contrebalancer un peu l'excès de surbrillance. Je vais faire pareil sur le laser Napa que je trouve beaucoup trop brillant maintenant. Si je passe ça normalement à 60, on voit déjà que la réflexion n'est pas du tout la même. J'ai bien des reflets qui me rappellent le cuir, mais j'ai un peu moins de shine partout. Ok. Donc ça déjà c'est pas mal. Ensuite, on peut venir ajuster directement les options de réflexion. Donc en descendant un petit peu, on a les options de réflexion et là on va pouvoir jouer avec la roughness. Donc plus la roughness est élevée, moins on aura de réflexion et l'intensité de la réflexion. Donc, pour vous montrer un peu l'effet, je vais montrer sur le laser Napa au rouge plutôt. Là par exemple j'ai une reflection intensity qui est très élevée. Donc si j'augmente la roughness ou que je la baisse, vous allez pouvoir avoir différentes options pour avoir votre cuir plus ou moins brillant. Alors le plus important, c'est vraiment tout d'abord de se référer à votre sample physique. Le but, c'est d'être au plus réaliste possible, donc je vous invite avant tout à regarder votre sample physique, comment il se comporte, et ensuite de venir jouer avec ces différents réglages de normal map et de roughness et de reflection intensity pour pouvoir simuler exactement ce que vous souhaitez. Ici, je vais baisser un petit peu l'intensité de la réflexion et augmenter la roughness sur le medium featherweight, puisque vu que j'ai appliqué un type de tissu shiny, pour moi il shine un petit peu trop à mon goût.
Donc voilà, je descends un petit peu ces valeurs-là, et là, je vais obtenir un effet très légèrement moiré, qui est beaucoup plus pertinent pour du tissu synthétique que le fabric mat. Fabric mat, il m'aurait donné quelque chose de vraiment trop mat, sans les légers reflets donnés par les fibres synthétiques. Ok, donc là, j'ai une réflexion qui est un peu plus cohérente, sachant que pour l'instant, on n'est que en mode dans la fenêtre 3D, donc on n'a pas encore vraiment la belle vue de rendu. Ensuite, l'autre aspect important, c'est la transparence. Là, j'ai un pantalon très léger en nylon très fin, donc je suis censé avoir une certaine transparence dessus. Assurez-vous de vraiment avoir une transparence qui correspond à celle de votre tissu réel, puisque la transparence va donner beaucoup de réalisme, tant à travers le corps, qu'on peut voir un petit peu à travers si vous avez un avatar dans votre scène, mais aussi notamment au niveau des ourlets. D'ailleurs, je parlais de fine-tune garments, mais j'ai pas du tout fine-tune mon ourlet. Mais là, ajouter un petit peu de transparence, donc en baissant l'opacité de votre vêtement, ça va vous permettre de voir les superpositions de couches de tissu au niveau des ourlets, au niveau des valeurs de couture, si vous êtes allé jusqu'à simuler des valeurs de couture, et au niveau de la superposition des différentes poches, par exemple. Donc, pour ça, vous cliquez sur votre tissu et vous avez une option pour l'opacité. Ça peut être très léger, hein. Vous pouvez le laisser à une opacité de 95%, par exemple, mais c'est juste pour aller chercher ce genre de petite transparence. Donc là, faites attention à ça, hop, c'est un petit problème de simulation. Donc c'est pour aller chercher ce genre de transparence. Et surtout sur la superposition au niveau des ourlets, ça peut donner des choses très intéressantes. Bon, bien sûr, sur mon cuir, je ne souhaite pas avoir de transparence sur mon cuir, puisque c'est un matériau plus opaque. À moins que vous ayez, il y a certains traitements du cuir pour le rendre translucent, mais ça reste assez marginal. Donc là, voilà, jouez avec l'opacité. Vous pouvez descendre jusqu'à 90, même 80%. En dessous, je trouve personnellement que là, vous voyez, par exemple, ça donne un peu la forme de la jambe à travers la jambe du tissu. Donc pour mon tissu, c'est tout à fait adapté. Là, je suis sur une bonne transparence. Ça me paraît pas mal. Ensuite, oui, donc surtout référez-vous vraiment au comportement tel qu'il est sur votre tissu. C'est le plus important. Ok. Si vous avez des biais ou des ourlets, vous pouvez aussi en faire des morceaux de patron séparés. Vous pouvez carrément les extraire et y appliquer une copie de votre tissu avec plus de transparence. Il est aussi, c'est assez important lorsque vous appliquez de la transparence à un tissu, il peut arriver très souvent que vous ayez une très mauvaise, je vais y arriver, vous ayez un mauvais affichage du tissu transparent dans votre fenêtre 3D. Typiquement, ça va nous donner ça. Une transparence un peu exacerbée. Parfois, on voit le maillage aussi triangulaire qui est visible. Ça, c'est juste un problème d'affichage qu'on peut corriger tout simplement en activant ce mode-là, qui va nous permettre de visualiser bien mieux les tissus avec de la transparence. Souvent, ça m'est arrivé, vous m'avez déjà envoyé des projets en support en me demandant pourquoi est-ce que l'affichage est très bizarre. On voit complètement l'avatar à travers le tissu. En général, c'est parce que vous avez une transparence assez élevée sur votre tissu, ce qui n'est pas du tout grave, ce qui peut être normal et souhaitable. Dans ce cas-là, pour que la transparence et les textures s'affichent correctement, je vous invite tout simplement à activer ça qui permet d'améliorer le rendu 3D. Quality Render. Ok. Encore une fois, tous ces paramètres dépendent complètement de votre produit. Je vous invite vraiment à expérimenter avec, le but étant de se rapprocher le plus possible de votre produit physique. Ensuite, maintenant que mes matériaux sont un petit peu mieux, on va pouvoir passer bon, c'est pas tout à fait le cas dans mon exemple parce que je suis très vite, j'aurais pu prendre le temps de vraiment le développer. On va passer maintenant aux aspérités de surface. Donc, je vais sélectionner mon Laser Mata Opera, par exemple. Et là, je vais m'intéresser vraiment à la normal map dans le détail. À droite de votre normal map, vous avez 3 petits points qui vont vous permettre d'ouvrir l'éditeur de texture. L'éditeur de texture, c'est cette interface qui vous permet de modifier les images que vous avez appliquées en tant que texture sur vos différents éléments. Donc là, moi, par défaut, sur ce tissu, j'ai vraiment le grain du nappa. Ce que je peux faire, c'est que je peux ouvrir ma bibliothèque et il y a l'onglet Normal Map Folds que je vous ai joint que j'ai joint dans le dossier lié à cette formation.
Et vous avez comme ça des cartes qui sont vraiment des cartes de froissement. Celle-ci, on peut venir le faire cliquer et glisser dans l'éditeur de texture. Donc là, vous voyez que, par exemple, pour l'instant, ça a juste remplacé le grain de mon cuir napa par une carte de froissement. C'est pas tout à fait l'effet que je cherche, mais vous voyez que déjà dans l'éditeur de texture, j'ai ces deux cartes-là qui sont présentes. Si je souhaite faire en sorte qu'elles se superposent et qu'elles se complémentent, il faut que je passe le blend de normal à average. Ça va me faire en fait la somme des deux cartes de texture. Donc là, je vais avoir à la fois, si je zoome, le grain de mon appât et ses altérations de froissement. Donc ça me donne une texture qui est beaucoup plus riche. Là, elle est un peu trop riche puisque je ne souhaite pas non plus avoir un cuir craquelé, même si ça pourrait être assez joli au moment du rendu. Je vais quand même baisser un petit peu l'opacité de la normal map qui donne le craquelage et le froissage. Donc cette normal map là, je vais la passer à une opacité de 60 pour commencer. Ah oui, c'est pas mal. Et là, vous voyez que dans la 3D, j'ai du coup tout un effet de petite pliure qui vient compléter, donc du coup rend aussi beaucoup plus naturel le puckering que j'avais sur certaines lignes de couture. Et ça me donne un effet de cuir qui est beaucoup plus réaliste, comme un cuir qui a été porté un petit peu, euh, donc enfin, qui a un peu plus de main de vécu, quoi. Encore une fois, ça dépend tout à fait de ce que vous souhaitez représenter. Si vous êtes sur un sac de maroquinerie avec un rendu extrêmement lisse, vous n'allez pas rajouter de carte de croissant. Si vous êtes sur un vêtement, par contre, je vous conseille vraiment d'en rajouter. Ça rajoute énormément. Vous pouvez jouer avec l'échelle de ce froissement. Donc l'avantage, c'est que les deux cartes sont vraiment complètement indépendantes dans le l'éditeur de propriété. Si vous changez l'échelle du froissement, vous allez avoir des plis beaucoup plus larges. Si vous réduisez, vous allez au contraire avoir un truc craqué. Donc n'hésitez pas à essayer plusieurs choses. C'est à la fois l'échelle et l'opacité qui vont vous permettre de doser en fait la quantité d'usure entre guillemets et le moins de vie qui est apporté à votre tissu. Si je le passe en opacité de 30, ça va par exemple être très léger et me donner juste quelques petites indications. Ça peut déjà être très bien pour avoir un rendu beaucoup plus réaliste. Ça, c'est une opération que vous pouvez faire. Moi, je vais garder à 60 pour un rendu purement créatif parce que je trouve que c'est un peu plus sympa. Mais ça, c'est tout à fait un choix personnel. Ensuite, n'oubliez pas de faire appliquer et fermer afin que la nouvelle normal map soit appliquée. Ça va du coup vous donner une normal map qui est composée de deux normal maps qui ont été merged ensemble. Hop. Super. Je vais faire la même chose sur le cuir napa blanc très voilà, qui juste afin d'avoir une continuité entre les deux. Puis on va et puis on va passer à autre chose. Ces effets de double normal map, elles peuvent représenter. Alors là, on le voit pour des froissements par exemple, mais elles peuvent aussi représenter des. Ça peut aussi être utilisé pour représenter les effets de griffure, par exemple, sur du métal. Est-ce qu'on le voit sur là? Ah oui, là. On voit sur mon trim bouton, par exemple, j'ai aussi appliqué une normal map qui donne un effet métal brossé. D'ailleurs, son échelle est un peu grande, je pense que je pourrais la réduire un petit peu. Là, d'ailleurs, cette opération de s'assurer que les textures soient de bonne qualité, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi sur les trims, c'est très important d'ailleurs. Donc, tous les différents éléments métalliques, vous pouvez venir leur ajouter des petites aspérités. Tout simplement parce que dans la vraie vie, toutes les surfaces qu'on voit autour de nous ne sont jamais purement uniformes. Elles contiennent toujours des taches, des légères rayures, des plis. Et tous ces détails, c'est ce qui fait vraiment le réalisme des environnements. Il est très facile de reconnaître qu'un projet est en 3D quand ces altérations de surface viennent à manquer. Quand vous avez des choses trop lisses, bah, par exemple, si vous pensez, je sais pas, d'art 3D avec, vous pensez forcément à des choses très lisses, un truc un peu Vaporwave, par exemple, où on a vraiment des choses très lisses et minimales. Donc rajouter des effets comme ça de plissures, de traces, de gouttes, ça peut paraître contre-intuitif si on veut faire des jolis packages bien nets, mais en fait, ça va rien vous aider. Donc, quand ces altérations-là font défaut, de toute façon, l'illusion du réel est complètement perdue. Ça donne un effet vraiment 3D qui est pas très engageant. À moins que ce soit un parti pris créatif, qui assume d'être détaché d'une représentation réaliste. Mais si vous souhaitez donner l'illusion du vrai, il va falloir du coup rajouter manuellement toutes ces petites altérations.
Là, je vous en ai fourni deux normal maps pour des plis, mais vous trouverez en ligne des différentes normal maps pour des accros, des gouttes, d'autres types de plissage, les métaux par exemple. Je vous conseille d'en chiner quelques-unes, de les ajouter à votre bibliothèque de base dans la catégorie normal map, et comme ça va vous en faciliter grandement l'usage. Moi, je me suis mis directement dans Fabric, j'ai créé un nouveau dossier avec normal map files, et comme ça, du coup, je sais que dès que je paramètre une matière, je les ai facilement accessibles. Ok. Mise à l'échelle. Ça va être le sujet suivant. C'est que si on prend, selon le type de vue que vous souhaitez faire de votre vêtement, si on prend par exemple une vue de face un peu lointaine, je vais cacher mon avatar puisqu'on ne souhaite que le vêtement. Et d'ailleurs, je vais supprimer aussi le pantalon puisqu'on va s'intéresser à la veste. Ah. Si on a une prise de vue qui est à une certaine distance, on va perdre en fait tout le travail de texture qu'on a fait puisque la texture est trop petite pour être visualisée depuis une certaine distance. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre à l'échelle, une fois que vous avez bien paramétré votre texture, donc mis les différentes cartes, elles sont bien toutes cohérentes entre elles, vous pouvez prendre le texture editor et venir mettre à l'échelle vos différentes textures pour qu'elles soient tout simplement visibles depuis un point de vue un peu plus lointain. Là, par exemple, je vais monter de 30% l'échelle de la texture sur le cuir afin de voir quand même à cette distance-là, tous les effets de l'appât et de plis qu'on a rajouté. Je vais faire pareil sur le nappa blanc. Je sélectionne, je mets à l'échelle 130%. Et comme ça, au moins, depuis mon point de vue, qui est un peu un point de vue général, j'ai déjà une visibilité de la texture du matériau. Parce que le grain et la texture sont souvent tout simplement trop petits pour être perçus de loin. Donc, n'hésitez pas à mettre à l'échelle et surtout de changer cette échelle à chaque point de vue que vous utilisez. Ça peut être un peu laborieux, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment pour aller plus loin. Mais ça peut vraiment rajouter beaucoup de réalisme à vos rendus. Après, quand on revient à des plans rapprochés, par exemple, dans ce cas-là, il faut venir réduire l'échelle de nos matières pour garder quelque chose de cohérent. Parce que quand on zoome dessus, du coup, on se rend compte que le grain peut être trop petit, un peu trop pixelisé. Mais là, on commence à voir sur le dos, il y a quand même beaucoup de changements qui ont été appliqués. On a tous ces plis-là qui sont venus se rajouter depuis le début de la formation, toutes ces aspérités-là qui vraiment viennent améliorer le rendu du cuir. Donc maintenant, je pense qu'on a assez joué sur les textures. On va pouvoir passer à l'éclairage et au rendu, puisqu'on est encore dans la fenêtre 3D. Donc je vais ouvrir la fenêtre de rendu. Et tout d'abord, je vais positionner des lumières. Donc il y a plusieurs. On va d'abord regarder ce à quoi ressemble le rendu de base. Je vais faire un petit rappel de quelques options de rendu. Donc par défaut, le rendu qui est proposé par Clos est assez questionnable d'ailleurs, puisqu'il contient à la fois un arrière-plan gris, j'attends que ça charge histoire qu'on ait un support visuel à ce que je raconte. Ok, donc ça c'est le rendu par défaut de Clos. Le rendu par défaut de Clos, tout d'abord il y a une espèce de vignette, donc une ombre qui apparaît sur les 4 différents points de la fenêtre. Il y a aussi l'arrière-plan qui est visible et qui est d'une certaine couleur. Tout ça, c'est des choses qu'on peut plus ou moins, dont on peut se débarrasser quand on fait du pack-shot. Donc, on va commencer d'abord par les réglages d'image. Les réglages d'image, je vais venir enlever la vignette et activer la transparence. Ça va me permettre de vraiment me concentrer sur le vêtement et de ne voir que le vêtement. Alors, bien sûr, si vous avez une scène, différents éléments que vous souhaitez représenter dans vos pack-shots, dans ce cas-là, vous allez garder la transparence désactivée. Moi, dans mon cas, je me concentrais vraiment que sur le vêtement, donc cacher l'avatar et activer la transparence pour avoir en sortie une image comme ça. Ok, déjà, on voit un peu mieux notre vêtement, moins distrait par le reste. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de changer la taille de l'image. Parce que là, je suis en 640 par 480 pixels, ce qui est vraiment très très petit. Ça va me donner une définition extrêmement pixelisée à la sortie. De manière générale, ça ne sert à rien d'appliquer des textures extrêmement poussées, des textures avec des images en 4K par exemple. Si ensuite vous ne faites pas le rendu en 4K, ça ne sert absolument à rien, à part agrandir votre projet et puis agrandir vos exports. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est de passer notre définition d'image en 4K.
pour ça, c'est, je vais retrouver, c'est, donc, j'ai plus les chiffres en tête, c'est 2880 par 3840. Donc, si vous voulez pas vous en souvenir, le rendu, à partir de A3, on commence déjà à avoir une définition assez bien. Moi, je vais le passer en custom et je vais mettre 2880 par 3840. Donc ça va me donner en fait beaucoup plus de pixels dans mon image pour pouvoir vraiment aller exprimer les différents détails que j'ai apportés. Ok. Ensuite, là, c'est une se met à jour. Là, les images à la sortie vont être forcément un petit peu plus lourdes, mais de toute façon, on est sur du packshot réaliste, donc ça, c'est vraiment le minimum qu'il faut. Alors, on va se faire un peu. Ensuite, assurez-vous aussi d'avoir bien sélectionné un directoire dans lequel sauvegarder vos images, parce que sinon, une fois le rendu effectué, on a tendance à ne pas savoir où les images ont été sauvegardées. On peut ensuite passer au noise. Donc, dans les paramètres de rendu, vous avez la possibilité de gérer le noise. Le noise, ça va être la quantité de bruit, la quantité de passage du rendu, à partir duquel le rendu se considère comme ayant fini son travail. Vous pouvez aller jusqu'à 0,001 de noise threshold. Donc, moins il y a de noise threshold, moins il y aura de bruit. Vous savez, le bruit, c'est exactement ça. Là, je devrais avoir plein de bruit. Donc, on le voit pas vraiment, mais ça donne ce côté vraiment noisy sur vos rendus. Donc, plus vous allez abaisser le noise threshold, plus vos rendus vont être longs. Ils vont consommer à la fois de l'énergie et du temps. Mais par contre, il est quand même bien de les garder assez bas. Pour le minimum possible, c'est 0,001. Mais pour du packshot, je considère que le rendu est assez bien à partir de 0,005. Encore une fois, ça va dépendre de la surface, enfin de la taille de votre image et de l'utilisation. Mais un noise threshold de 0,005 vous donne déjà de très très bons résultats. Aller en dessous, ça peut être un peu de la frie, dépend des cas. Ensuite, vous avez le temps maximum de rendu. Le temps maximum de rendu par image, on conseille entre 4 et 10 minutes. Afin d'éviter de dépasser cela, je vais mettre ici une limite à 10 minutes, par exemple. Comme ça, je sais que mon rendu, même si j'ai un noise threshold qui est extrêmement bas, il va quand même s'arrêter au bout de 10 minutes, ce qui est déjà assez de temps, soit pour générer une image d'emploi. Assurez-vous d'avoir les lights et les matériaux en very high quality. Et ensuite, on va pouvoir parler de la burn value. Si vous avez des matériaux blancs ou réfléchissants, on peut, notamment avec un éclairage un petit peu l'exavé avec une source de lumière, vous pouvez avoir des effets brûlés. C'est quand les blancs sont tellement lumineux, en fait, ils viennent complètement brûler la surface, on ne voit plus du coup le grain qui est appliqué. Donc pour ça, je vous conseille de passer le burn value en 0,5. Ça va éviter d'avoir des surfaces cramées dans vos projets, parce que le cramé, c'est ensuite très difficile de venir le récupérer par la suite. Ok. Maintenant, on peut parler un petit peu de la caméra. Pour la caméra, je vous conseille d'aller tout en bas et d'activer toujours la physical camera. Parce que la caméra physique va vous permettre de contrôler différents aspects comme la profondeur de champ, l'ISO et différents effets. Donc ça, je vous invite aussi à vous référer à vos équipes en charge des packshots et en charge des photographies pour comprendre quels sont les réglages que eux ont lors de leur prise de vue et venir tout simplement les copier dans Clos. Le but de Clos, c'est vraiment de fournir une caméra au plus proche de la réalité. Moi, je vous conseille de manière générale de faire un ISO de 120 et une profondeur de champ qu'on va venir setup manuellement. Donc ici, vous voyez que le viewpoint focus by left click, ça c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. La profondeur de champ, donc depth of field, ça va en fait venir faire la netteté sur un certain point sur lequel vous allez cliquer dans la fenêtre de rendu, et ensuite ça va apporter un léger flou au reste. Toutes les caméras physiques ont un tant soit peu de profondeur de champ, donc toutes les images que vous voyez ont cet effet de profondeur de champ qui est présent par défaut. Donc ne pas l'avoir, ça donne ce côté hyper réaliste où il n'y a pas de point de focus qui trahit aussi le fait que ce soit de la 3D. Je remarque que le temps de film, on va clairement dépasser, je pense, de 20 minutes.
Ça a été le cas pour Munich aussi. Donc, si jamais vous avez d'autres impératifs, vous n'en faites pas, tout est enregistré, vous allez recevoir l'enregistrement par email. Je voulais juste vous montrer, voilà, par défaut, quand on active la caméra physique, ça nous donne comme ça une fenêtre où tout est flou dans la 3D. C'est tout simplement que je n'ai pas défini de point de focus pour ma caméra. Donc, quand je passe dans la fenêtre de rendu, j'ai une petite icône de caméra à la place de mon curseur. Et je vais pouvoir cliquer sur un endroit pour faire la mise au point sur cet endroit-là. Exactement comme on le ferait avec un appareil photo réel. De manière générale, on va chercher à créer le point de focus à l'endroit l'endroit qu'on va vraiment mettre en avant dans notre rendu. Donc là où l'œil va être attiré. Ça, je vous invite aussi à vous référer à des techniques de composition, par exemple. Mais la plupart du temps, face à une image, on va regarder soit en son centre, soit dans les yeux des avatars. Si vous avez des avatars, le regard humain va être attiré automatiquement par les yeux. Ou sinon, vous pouvez faire des compositions en suivant le ratio du nombre d'or, par exemple, des enroulements et des grids, comme vous avez sur les appareils photo, vous savez, vous avez toujours des grids, donc avec certains points sur lesquels il est le plus judicieux de carré. Et si vous êtes en plan rapproché, vous pouvez cliquer vers le détail qui attire le plus l'œil. Le but, ça va vraiment être que le premier endroit où aille l'œil soit l'endroit le plus net. Donc, ce sera aussi votre point sur lequel cliquer pour faire le focus. Ok, pour revenir sur l'éclairage, donc vous avez le guide d'éclairage, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Ce que je peux conseiller cependant, c'est d'ajouter un rétroéclairage, toujours assez important. Moi, le rétroéclairage, en général, je prends la lumière de base, je la double en largeur et en hauteur, donc 2000 par 2000, et je mets une intensité de 10. Ça nous permet d'avoir un bon rétroéclairage assez conséquent. Je vais aussi dans la lumière cacher tout simplement le rétroéclairage de ma fenêtre 3D. Et pour les packshots, si vous voulez un petit raccourci rapide, moi j'aime bien utiliser Studio Vivid. Pour les packshots, je trouve que c'est le plus efficace. Studio Vivid, on va enlever ma lumière. Hop. Studio Vivid avec un rétroéclairage un peu conséquent, ça nous donne déjà des packshots assez réalistes. Après, bien sûr, ça, du coup, ce sera, comme j'indiquais au début, à voir avec votre équipe marketing et votre direction créative, quelle est la direction pour l'éclairage des packshots. Les petits tips qu'on peut donner, c'est de ne jamais mettre les lumières parallèles au sol. C'est-à-dire que la direction de la lumière doit toujours être en tant soit peu inclinée, puisque c'est tout simplement le cas dans les studios de photo. Il est très rare que les photographes mettent des lumières vraiment parallèles au sol. Ensuite, c'est aussi de les espacer. Dans la 3D, on va avoir tendance à coller un peu trop les lumières au sujet. Vraiment essayer de vous visualiser dans un studio de photographie. Donc si je rajoute 2 ou 3 lumières, par exemple, je vais pas venir les coller à l'objet, ce qui va me donner des surfaces brûlées et des ombres très marquées. Je vais plutôt souhaiter les espacer un petit peu, voilà, dans la vraie vie, dans les studios, c'est souvent espacé à un bon mètre facilement, voire 2, plutôt 3 si c'est du plein pied. Ça dépend si vous êtes sur des cabines de backshot ou du plein pied. Mais voilà, ne pas les coller en tout cas. Et surtout, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas mettre trop de sources de lumière. Quand on commence la 3D, on a tendance à vouloir mettre trop de sources de lumière. Si vous avez un point qui est peu ou mal éclairé, au lieu de rajouter une nouvelle lumière qui va encore vous rajouter une source de lumière et du coup énormément allonger vos temps de rendu, mais aussi casser le réalisme de votre éclairage, je vous invite plutôt à déplacer les lumières que vous avez déjà ou à changer l'inclinaison, l'angle de votre dome light. Là, je vais voir ce que ça donne. Ça me paraît sûrement un peu terne. Je vais le passer à 4. Je vais surtout ouvrir le fichier final, je pense, pour avoir un aperçu d'éclairage. Donc voilà, référez-vous au guide sur l'éclairage qui vous indique aussi comment construire différents types d'éclairage. Le plus standard étant un éclairage à 3 points pour des backshots. Les petites astuces supplémentaires que je pourrais vous donner, c'est d'activer aussi la ground shadow. Donc, dans vos propriétés d'éclairage, je vais passer une lumière, hop, vous avez un onglet pour la ground shadow.
La ground shadow, elle est super utile parce que ça va être l'ombre portée par votre vêtement au sol. Où est-ce qu'elle est? Ah, je fais le point, je fais dans mes lumières. Vous avez la ground shadow. Là, je vois qu'elle est désactivée, donc je vais venir l'activer. La ground shadow, ça va être la réflexion du... Je vais montrer la vidéo après. Ça va être la réflexion ça va activer la réflexion de la lumière sur le sol. Donc maintenant, mon éclairage va venir rebondir sur le sol et du coup retaper sur mon projet. Ça va aussi créer une ombre portée du vêtement au sol qui peut en soi déjà rajouter beaucoup de réalisme si vous êtes sur du plein-pied sans transparence activée. L'avantage principal de la grande shadow, c'est ça, c'est que ça va venir, donc toutes mes lumières en temps soit activées, les rayons vont se refléter sur le sol et rajouter comme ça des petits reflets par-dessous qui vont énormément enrichir en fait mon projet et son éclairage. Là, vous voyez très bien, pour l'instant, j'ai presque que ma lumière de rétroéclairage activée. Vous voyez que ça vient en fait détacher le vêtement du contour, donc donner une sensation de profondeur, une sensation de réalisme, et rajouter énormément de détails sur les contours du projet. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre une lumière de rétroéclairage avec un angle pas trop proche. Ensuite, pour les vues, donc si vous souhaitez avoir différentes vues, vous connaissez sûrement avec un clic droit, on peut accéder aux Custom Views. Et là, ça va nous permettre d'enregistrer différentes vues de notre vêtement. Donc, par exemple, une vue de face, une vue de côté. Cependant, le problème principal de ce système-là, c'est qu'il ne préserve pas l'angle d'éclairage d'une vue à l'autre. Donc, si je veux avoir une vue de dos de mon vêtement, par exemple, maintenant, le problème que je vais avoir, c'est que, seconde de chargement, c'est que le dos de mon vêtement a du coup cette lumière de rétroéclairage qui est juste derrière, donc ça va apparaître complètement cramé et beaucoup trop vif. Si vous souhaitez avoir le même éclairage à travers vos différentes vues, on va avoir deux autres méthodes pour ce faire. Du coup, les custom views, très pratiques pour naviguer d'une vue à l'autre, mais voilà, typiquement, ça vous donne ça. Là, j'ai pas du tout le même éclairage entre le devant et le dos du vêtement. Si je souhaite avoir le même éclairage, je vais tout simplement revenir à ma vue de face, et je vais faire CTRL A, CTRL G, ce qui va faire une rotation à 180 degrés sur l'axe Z de mes différents morceaux de plafond sélectionnés. Et donc là, maintenant, si je relance le rendu, en fait, mes lumières n'ont pas bougé, c'est vraiment que mon avatar, pas mon avatar, mon vêtement qui a bougé. C'est d'ailleurs un peu le petit tips à noter sur ce raccourci. Donc, CTRL A, CTRL G nous permet en effet de faire la rotation du miroir, en fait, enfin, rotation, ce sera un miroir, sur l'axe Z. Comme ça, je sais que j'ai exactement le même éclairage que pour ma face, c'est très bien. Par contre, ça ne fait pas tourner l'avatar. Donc, si j'active la visibilité de mon avatar, vous voyez que le vêtement est juste détaché. Si vous souhaitez déplacer les deux en même temps, faites un clic droit sur l'avatar, Select Avatar and Garment, et là, vous allez pouvoir utiliser le gizmo pour faire des rotations. Si vous maintenez Shift enfoncé, il va vous aimanter en fait à des angles de 45 degrés, donc vous allez pouvoir avoir votre translation de l'autre côté. Donc ça, c'est la méthode que je préconiserais pour avoir les différentes vues en 45 degrés de votre produit. Après, bien sûr, si vous avez des plans rapprochés ou des close-ups sur des détails, là, je vous conseille de trouver la vue dans laquelle ce détail est le mieux éclairé et de créer, par exemple, une custom view, ce qui va vous permettre d'ensuite toutes les lancer d'un coup lors du rendu. Ok. On a presque fini. Maintenant, on a déjà parlé des paramètres du rendu, on a parlé de la caméra en physique. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est la post-production. Ça va être la dernière partie. Donc ça, là, on va très vite en faire que ça. La post-production, on a plusieurs options. Tout d'abord, on a l'option d'Avatar, AI Avatar Studio, que vous connaissez sûrement, donc qui permet de générer un visage photoréaliste sur un avatar. Je vais vous sortir quelques exemples. Donc là, par exemple, ça a été fait avec le Avatar Studio de Claude. Donc une fois que vous avez fini votre rendu,
vous revenez d'ouvrir l'enclos et ça va venir vous générer, selon l'input que vous précisez, vous pouvez générer un visage humain qui est beaucoup plus réaliste. Là, on voit très bien la différence entre un rendu fait purement d'enclos et un rendu d'enclos dans lequel on serait venu rajouter un visage avec le AI Face Editor. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a sortie l'an dernier qui marche maintenant très bien. Les plus anciens se rappelleront des débuts un petit peu comme tout système d'IA générative. Au début, c'est un peu moche. Maintenant, ça donne des rendus vraiment très performants. Donc ça, déjà, ça peut être une manière de vraiment augmenter le réalisme de vos projets. Ensuite, ce dont je voulais vous parler, c'est la post-production. La post-production, en photographie, un photographe ne va jamais se servir juste cliquer sur son appareil photo pour faire la photo et ensuite l'envoyer au client tel quel. Ou alors c'est vraiment un très mauvais photographe, vous devez vraiment arrêter de le payer. De manière générale, les photographes vont plutôt shooter en format RAW, par exemple, et ensuite venir sur Lightroom ou Photoshop, faire les deux, faire tout un ensemble de petites modifications. Il est vraiment, comme je disais, vraiment unheard of qu'un photographe vous lâche cette photo telle qu'elles ont été prises. Ils vont toujours venir faire de la correction, de la post-production. Là, je suis dans Lightroom, qui est une des deux solutions que je vais vous montrer pour améliorer vos rendus. Dans Lightroom, vous pouvez effectuer des modifications qui vont énormément améliorer vos rendus. Surtout dans les cas où vous avez des matières sombres ou que la structure du tissu se perd. C'est vraiment très simple. Moi, je connaissais pas Lightroom avant ce skill-up, pour être honnête. Et ça a vraiment tout changé dans la manière dont je fais les rendus. Il y a tout simplement 3 paramètres dont je vais vous parler. Le premier, c'est l'effet texture. L'effet texture, si vous l'augmentez, ça va venir faire ressortir la texture, le grain de vos tissus. Là, je vais zoomer un peu pour que vous voyez la différence. Là, je l'ai mis exprès à 100 pour que ce soit un peu dramatique. Mais en fait, il va venir faire ressortir le grain de votre tissu, un peu comme si vous augmentiez de votre normal max. Ça déjà, ça va donner énormément de richesse à vos rendus. Ensuite, vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez utiliser la clarté aussi. La clarté qui va venir corriger l'éclairage, donc avoir un éclairage un peu plus ou moins contrasté, débloquer aussi des zones d'ombre. Là, vous voyez qu'en jouant juste avec la texture et la clarté, j'ai énormément gagné en richesse d'expression de mes plis. Vous avez aussi la correction du voile qui est intéressant. Donc les trois là sont vraiment à côté. Vous pouvez jouer un petit peu avec. Et ensuite, l'autre que je souhaiterais mentionner, c'est tout simplement, alors la lumière, vous avez l'exposition aussi, si jamais vous aviez une image un peu trop sombre. Vous avez aussi le contraste, donc ça qui sont un peu plus classiques. Pour la couleur, il y a à la fois un styler pour la saturation et un styler pour la vibrance. Je vous recommande d'utiliser plutôt la vibrance parce que elle ne change pas la teinte qui est appliquée aux couleurs. La saturation va carrément changer la couleur du tissu. Là, on voit que sur ma partie en cuir blanc, mon cuir blanc est devenu complètement beige, par exemple. Si je le désature, il va devenir complètement noir et blanc. En fait, ça vient complètement fausser la couleur réelle du tissu. Alors que la vibrance, on va rester plus ou moins sur la même teinte, ça va juste augmenter un peu son expression. Donc là, dans mon cas, ça me permet de récupérer un peu du beige du cuir mat qui avait été perdu lors du rendu. Donc, les différents réglages de Lightroom que je vous recommande, pour commencer, après ceux qui sont un peu plus familiers, éclatez-vous vraiment. Hein, c'est vraiment des réglages de base pour commencer. La vibrance, la saturation, la texture, la clarté, et aussi on peut rajouter du grain. Le grain, il est disponible dans un des réglages. L'effet grain, il est par là. Je recommande aussi de rajouter même un tout petit peu de grain. Tout simplement parce que toutes les caméras physiques et les photographes à qui vous faites appel ont du grain par défaut. Il n'y a vraiment que dans la 3D qu'on n'en a pas. Alors je sais, c'est un peu dommage d'avoir passé tous ces réglages de noise threshold pour ne plus avoir de grain et ensuite en rajouter. Mais en fait, vous allez très vite vous rendre compte que ça améliore beaucoup l'expression de vos backshots. Ensuite, une fois que c'est fait, l'avantage de Lightroom, c'est que vous pouvez tout simplement enregistrer les règles, copier les paramètres de modification que vous avez appliqués. Ça, c'est pareil, vous pouvez le définir avec votre équipe image, copier les paramètres de modification et ensuite importer vos différentes photos. Et vous allez tout simplement coller les paramètres pour l'appliquer aux différentes images que vous avez générées dans le code. Ensuite, une autre option qu'on peut voir, c'est Créa.
Créa, on n'est pas en partenariat plus que ça, hein, c'est juste des options que je trouve sympa pour vous montrer. Là, par exemple, j'ai un packshot qui a été retravaillé dans Lightroom, donc on voit on a enfin, une bonne expression des détails. Créa, c'est une solution d'IA qui va vous permettre d'améliorer une image. Donc là, si je le passe sur Créa, dès que je zoome à nouveau, on voit que Créa est venu me rajouter énormément de plis. Il m'a même fait des continuités dans la surpiqûre qui sont assez intéressantes. Et Créa est venu rajouter tout ce que moi aussi j'ai essayé de rajouter à la main, donc tout ce dont je vous parlais qui fait le réalisme d'une photo, les plis, les aspérités, les crevasses, tout ça. Alors par contre, toutes les solutions IA ont encore des petits soucis sur l'expression des détails, donc ne vous y fiez pas à 100% non plus. Et je préfère mentionner, j'avais le cas ici par exemple, euh, ça marche pas toujours très très bien. Là par exemple, c'est un packshot que j'ai fait dans Flow, retravaillé sur Lightroom. Quand je le passe en créa, alors déjà la texture est vraiment pas terrible, il m'a rajouté des taches partout, et surtout il m'a changé la couleur de tissu. Donc il faut prendre l'IA avec des pincettes. De toute façon, c'est un peu le problème de notre génération. Ça va être un gros problème de notre génération et des temps modernes. Donc voilà, faites un peu, ne vous fiez pas à 100% à l'IA puisqu'il y a des problèmes ça va vous faire des couleurs différentes, des détails différents. C'est plutôt utile pour vos projets en interne, vos projets perso. Lightroom est beaucoup plus professionnel et offre déjà des résultats assez sympas. Pour finir sur cette formation, je voulais vous montrer voilà un petit comparatif entre les trois. Vous avez le clos rendu tel quel. Donc même si j'avais bien travaillé à setup toutes mes lights et mes textures correctement, ça va donner ça. Passer dans Lightroom, là, on a énormément de détails qui sont revenus. Vous avez vraiment tout le grain que j'avais apporté à mon tissu avec cette double normal map qui est désormais visible. Et à droite, la version avec Créa qui, dans ce cas-là, va donner un résultat très pertinent. Donc, tout ça pour vous indiquer que la post-production n'est pas à négliger, même dans le rendu 3D. Comme je vous disais, il n'arrivera jamais que votre photographe de packshot vous envoie à moins que c'est vous fassiez la post-production en interne. Donc, si les photographes ne se privent pas de faire de la post-production pour complètement améliorer et récupérer leurs images qui, de base, ne valaient pas grand-chose, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait dans la sorte? Le dernier aspect que vous pouvez considérer, c'est la narration. La narration, ça c'est un document qu'on vous envoie après qui récapitule tout ce que j'ai raconté. La narration, c'est-à-dire que pour vos slides et pour vos packshots, vous pouvez tout à fait essayer de raconter une histoire à travers vos différents rendus afin de mettre l'accent sur différents aspects du vêtement. Pensez passer à des vues plus générales, à des vues plus rapprochées. Là, j'ai pas fait un effort monumental dans la composition de cette slide non plus. Vous pouvez aller beaucoup plus loin et je vous fais confiance pour vous donner par la suite. Ok, c'est tout bon pour moi. Je sais bien qu'on a dépassé un petit peu, mais on peut quand même prendre du temps pour répondre aux différentes questions, si vous en avez. Je vois que Harlem a beaucoup tapé pendant cette heure-là, donc je crois que le chat avait eu quelques questions. Je vais revenir parmi vous. Ne serait-il pas imaginable d'avoir un module Enhance Image dans la partie IA de Flow? Alors, en effet, comme dit Harlem, soyez à l'affût des prochaines mises à jour. Prépare peut-être des choses. Ah oui, le guide. Merci beaucoup d'avoir répondu au sondage. Ça nous aide aussi à améliorer la qualité de ces skill-up et à les centrer sur vos besoins. D'ailleurs, il y a une question qu'on n'a pas posée, mais est-ce que vous avez des idées de sujets pour le prochain skill-up? On l'a posé? Ah oui, bon, c'est bien. D'accord. Puisqu'on essaye de cerner un peu vos besoins, vous, dans les entreprises, de ce qu'on voit. On est quand même beaucoup en contact avec nombre d'entre vous. Donc, on essaye de cerner votre sujet. Mais si vous avez des idées de choses sur lesquelles, d'un prochain skill-up, n'hésitez pas à les mettre maintenant dans le chat. On est très friand de vos retours directs. Et n'oubliez pas aussi de télécharger les handouts si vous ne les avez pas, le guide sur les maps, sur le lighting. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette formation vous a plu. C'était un peu accéléré, donc revenez sur les guides et puis hâte de voir vos différents projets. Si c'est bon pour tout le monde.
Merci, mais bien rapide. Oui, je sais. C'est pour ça que c'est enregistré. Donc, pas de souci. C'est très rapide pour moi aussi, hein. J'ai vraiment mal à la gorge. Donc, c'est pour ça qu'on l'a enregistré. Vous avez aussi vu là-dessus. À bientôt tout le monde. Merci pour votre attention.